Lutte contre la polio pour prévenir une exportation du virus dans les pays voisins. L'État du Cameroun vient de lancer une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans ces zones transfrontalières afin de limiter la propagation de cette maladie sur cette terre. Développement socio-urbain, le ministère de l'Habitat et du Développement raffermit les capacités des responsables d'associations ONG, des services d'hygiène et d'assainissement de 5 communes. Pour la circonstance, un atelier de formation vient d'être organisé à l'attention de ces acteurs dans la capitale politique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Cannews 24. Lutte contre la polio, le Cameroun poursuit la campagne de vaccination dans les zones transfrontalières pour prévenir une exportation du virus dans les pays voisins. Le Nigeria, le Niger, le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad organisent une réponse synchronisée et coordonnée entre les 5 pays des remparts camerounais qui se justifie par le fait du Tchad qui, bien qu'il ait été certifié comme pays libéré de la poliomyélite le 30 juin dernier, garde un risque important de propagation du virus. Les autorités tchadiennes et les partenaires restent déterminés à poursuivre les efforts visant à renforcer le programme de vaccination et de surveillance. L'UNICEF et l'OMS accompagnent les gouvernements dans l'achat et le transport des vaccins, la mise en œuvre et l'évaluation des activités sur le terrain, notamment la formation des agents de santé et la communication au niveau communautaire pour promouvoir la vaccination au sein des populations les plus vulnérables. Développement socio-urbain, le ministère de l'Habitat et du Développement renforce les capacités des responsables d'associations, des organisations non gouvernementales, des services d'hygiène et d'assainissement de 5 communes dans la ville de Yaoundé en vue de la surveillance et de l'entretien des ouvrages communautaires de proximité. Un atelier de formation de 4 jours vient d'être organisé à l'attention de ces acteurs dans la capitale politique du Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Du 13 au 17 septembre 2016, il a été organisé au centre d'insertion des jeunes de Komkana Yaoundé, sous l'initiative du MINDU, un atelier de renforcement des capacités des responsables des associations, des ONG et des services d'hygiène et d'assainissement des communes de Yaoundé 1, 2, 5, 6 et 7. Le MINDU ayant spécifiquement travaillé à Yaoundé 3 et à Yaoundé 4 dans le cadre du projet de développement des secteurs urbains et d'approvisionnement en eau, il fallait aller vers celles qui n'ont pas profité d'une mobilisation sociale particulière de ce département ministériel. De l'avis de Fulbert Tanqueux, chef de la division du développement social urbain au MINDU et représentant du ministre Jean-Claude Bonjou, cette formation visait à sensibiliser les participants sur les enjeux de la gestion et de l'entretien des ouvrages à l'échelle des quartiers qui sont conçus pour le mieux-être et le vivre ensemble et les engager à faire des populations locales des acteurs urbains. La première chose qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du gouvernement, on est convaincu qu'il n'y a pas de politique urbaine réussie si elle n'est pas aussi résolument tournée vers les quartiers. Donc faire des quartiers des lieux de mieux vivre, des lieux de vivre ensemble, des lieux d'harmonie sociale. Et pour ce faire, il faut commencer par renforcer les capacités opérationnelles des associations et des ONG qui opèrent dans les quartiers pour les transformer positivement. Ainsi, les participants ont, durant les 100 jours de formation, eu droit à plusieurs communications suivies des échanges pour favoriser leur meilleure connaissance et compréhension sur les techniques de surveillance et d'entretien des ouvrages de proximité. Les meilleures associations performantes à raison de 4 par commune. Les meilleures ONG présentes sur le terrain à raison de 2 par commune. Et les chefs de services d'hygiène et d'assainissement. Voilà la cible pour ce séminaire. Pour expérimenter les leçons théoriques, des descentes guidées auront été effectuées sur le terrain. Il était notamment question de montrer l'importance de l'approche IMO dans l'approche communautaire. L'approche IMO étant une technique à haute intensité de main-d'œuvre qui impose l'utilisation de la main-d'œuvre locale. La rédaction des rapports d'enquête sur les droits de l'homme au cœur des échanges à Douala le lundi 19 septembre 2016. C'est à la faveur d'un atelier sur régional de formation des formateurs sur la préparation des rapports aux organes de traité des droits de l'homme. Le point avec Justice Totom, Josué Ngangan. Ils sont plusieurs experts venus des pays de la sous-région Afrique centrale. Rassemblés par le Centre des droits de l'homme de cette zone, les experts vont durant 4 jours
Former des formateurs dans la rédaction des rapports relatifs aux droits de l'homme. Vous savez, on parle beaucoup des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, mais sans pour autant qu'on en perce véritablement le mystère. Et il a plu au centre des droits de l'homme en Afrique centrale d'organiser un séminaire à cet effet pour former des formateurs qui vont se charger dans chaque sous-région d'assurer ainsi la formation des personnels à cette mission, et particulièrement la rédaction des rapports. En effet, la rédaction des rapports sur les droits de l'homme est une donnée fondamentale dans l'évaluation du respect des droits irrelatifs. Des rapports rendus en marge de cette réalité pourraient être auteurs de la mauvaise identification des vecteurs de troubles sociaux. Il faut dire que le respect des droits de l'homme a été toujours une pilule amère pour plusieurs États, d'où l'importance de mettre sur pied des organismes indépendants pouvant influencer les dérives étatiques. Nous parlons beaucoup des droits de l'homme, mais il faut reconnaître que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'elle a toujours rencontré une attitude assez réfractaire des États. C'est aujourd'hui que des ouvertures se font. Et il va sans dire que si c'est quelque chose de nouveau, l'on doit pouvoir apprendre comment pouvoir présenter un rapport. Ça ne se fait pas ex nihilo, ce n'est pas n'importe quel rapport. Donc c'est effectivement nécessaire. En signant des traités internationaux protégeant les droits de l'homme, chaque État s'engage individuellement à prendre des mesures afin de garantir à chacun de ses citoyens la mise en œuvre des droits protégés par ces traités. L'Organisation des Nations Unies dispose d'un système complexe de promotion et de protection des droits de l'homme à vocation universelle par lequel les gouvernements sont régulièrement examinés concernant la mise en œuvre de ces droits. Mais faut-il encore pour les acteurs de ce processus de maîtriser les rouages de la rédaction des rapports? Extrêmement élan de cœur, le chef de l'État camerounais au chevet des orphelins et veuves des militaires qui ont défendu la nation jusqu'au sacrifice suprême. Le président de la République vient d'offrir un don constitué de fournitures scolaires énumérées à 25 familles de militaires tombés au front face à la nébuleuse Boko Haram. La cérémonie de remise aux bénéficiaires organisée à l'esplanade de la 4e région militaire en terre armée était présidée par le général de brigade. Reportage. Le chef de l'État camerounais vient d'offrir gracieusement des dons constitués de fournitures scolaires et de numérets aux orphelins et veuves des militaires morts sur le champ de bataille contre la nébuleuse Boko Haram. Un élan de cœur qui apporte une véritable bouffée d'oxygène à ces familles en ce début d'année scolaire. La hiérarchie militaire a continué à soutenir les orphelins et les veuves de nos militaires tombés sur le champ de bataille. Donc après les obsèques, après la cérémonie qui s'est déroulée à Yaoundé, c'est son prolongement qui s'est déroulé aujourd'hui à Maroua avec le don de fournitures scolaires aux enfants orphelins. Bénéficiaires, 25 familles au total ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État pour cette manne présidentielle. Ils ont également émis le vœu que ce geste de solidarité à leur endroit se pérennise. Ce geste, c'est un geste vraiment honorable. Je suis très contente de ce que le chef de l'État fait pour nos enfants orphelins. Parce que nous ne savions pas comment nous devions faire cette année. Mais s'il a pensé à nous, à toutes les veuves, nous le remercions et nous souhaitons une longue vie au chef de l'État pour que l'année prochaine, il puisse encore nous aider comme ça. À travers ce geste de magnanimité du chef de l'État, le général Jacob Kody a réaffirmé l'attachement de la hiérarchie militaire aux familles éprouvées. Pour lui, cet élan de solidarité témoigne de l'engagement du chef de l'État à veiller sur les familles des défunts et surtout de pérenniser l'éducation des enfants. Il a rassuré que l'État va continuer à soutenir ces veuves et orphelins des soldats tombés sur le front. Le commandant du 4e secteur militaire, le colonel Odjon Harrison Odjon, a quant à lui demandé aux orphelins que ce don, bien que symbolique, leur serve de tremplin pour se surpasser dans leur parcours scolaire.
Je vous invite à suivre l'actualité au-delà de nos frontières avec l'AFP. En Grèce, le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos a été partiellement détruit par un incendie. Le feu est désormais sous contrôle, mais la situation sur place reste tendue. Les quelques 5000 résidents du camp ont dû évacuer le site. Ce camp d'une capacité de 3500 places est surchargé depuis la mise en œuvre de l'accord Union européenne-Turquie. Beaucoup de migrants ayant demandé l'asile en Grèce. Le HCR réclame avec insistance des transferts de population sur le continent. Conséquence de cet incendie, des familles pourraient être relogées dans l'autre camp de l'île de Lesbos, à Karatepe. Le feu s'est déclaré hier soir en marge d'une rixe. Il a détruit notamment 60 logements préfabriqués et une centaine de tentes. 9 migrants ont été interpellés. Les autorités assurent que le camp de Moria sera reconstruit le plus vite possible. Donald Trump s'est engouffré dans la brèche. Lundi, il est remonté au créneau pour pilonner la politique migratoire de Barack Obama après l'arrestation d'un Afghan suspecté d'être à l'origine des attentats de samedi dernier. Il y a eu des attaques islamistes terroristes dans le Minnesota, à New York et dans le New Jersey. Ces attaques et beaucoup d'autres ont été possibles parce que notre système d'immigration extrêmement ouvert a échoué dans le filtrage et la détection des individus ou des familles arrivées dans notre pays. Nous avons vu tellement d'échecs dans la détection des gens qui entrent aux États-Unis et qui ont mis en danger tous nos concitoyens, tout le monde dans cette salle. Après avoir de nouveau dénoncé les propos de Trump jugés islamophobes, la candidate démocrate a exhorté les Américains à ne pas tomber dans le piège tendu par les islamistes. Nous savons qu'une grande partie de la rhétorique de Donald Trump a été reprise par les terroristes, en particulier Daesh, qui cherchent à en faire une guerre contre l'islam, plutôt qu'une guerre contre les djihadistes qui utilisent la violence, les terroristes. Ces gens qui sont des dizaines de milliers et pas des dizaines de millions. Ces gens veulent utiliser cela pour rallier davantage de combattants à leur cause, pour que cela se transforme en conflit religieux. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Au plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions.